Cela fait 15 jours que nous sommes confinés, 15 jours que je fais le tour du monde du confinement pour savoir comment vous le vivez, que vous soyez à Amsterdam, à Berlin, en Italie, bientôt à New York, en Afrique également. Mais pour ce week-end, j'avais décidé de vous emmener à la rencontre de Mathilde. Mathilde est philosophe. Cet entretien m'a fait beaucoup de bien parce qu'il nous permet de savoir ce que le confinement vient chercher chez nous et vient réinventer en forme de lien social. Allez, on part avec Mathilde. Demande de rester chez vous. Nous sommes en guerre. Bonjour Elsa, ravie d'être avec vous aussi. Je suis française à Berlin depuis 9 ans. Je suis auteur de livres, de bandes dessinées. J'ai étudié la philosophie qui me donne quelques petits outils en ce moment pour réfléchir. Et je suis en train de me former à la psychanalyse en ce moment. Alors justement, est-ce qu'avant qu'on démarre un peu sur ton métier, ta profession, est-ce que tu peux nous apporter aussi aujourd'hui, est-ce que tu peux faire un point sur les dernières informations que vous avez, vous, en Allemagne? Ici à Berlin, aujourd'hui, au moment où je te parle, Elsa, il n'y a pas de confinement total obligatoire. Donc, il y a encore des gens dans les rues, dans les parcs. Néanmoins, j'observe une très nette différence avec le début de semaine où on voyait encore des groupes de gens dans les parcs. Là, ce n'est plus le cas. Il y a certains restaurants ouverts, mais qui sont désertés, évidemment. Donc là, on a l'impression que la prise de conscience est peut-être plus lente, mais tout cela, évidemment, est très subjectif. Et toi, comment tu te sens? Comment tu vis les choses? Parce qu'en plus, tu as cette double culture. Ça fait très longtemps que tu es en Allemagne, mais tu es française, donc tu vois aussi les informations qui arrivent de France. Quel est ton état d'esprit? Je m'amuse toujours de voir à quel point les clichés ont la vie dure. Hein. C'est vrai que mes amis français m'appellent et me demandent alors en Allemagne, sans doute les règles sont mieux respectées parce que les Allemands sont plus disciplinés, plus obéissants, etc. Non, en fait, les problématiques sont les mêmes. Je pense qu'on est face à une souffrance qui est universelle. Finalement, on voit très bien que face au confinement, on n'est pas égaux. On a tous individuellement des problématiques de précarité, de travail, de santé différentes, d'espace aussi. Tu es philosophe, tu fais des études de psychanalyse aussi en parallèle, donc tu as une ouverture aussi qui peut nous aider peut-être à nous raccrocher à ces essentiels que parfois sont la culture, même si on ne peut plus forcément acheter de livres autant qu'on voudrait, mais tu as peut-être des messages clés aussi à nous faire passer. Je ne suis pas latiniste, mais il me semble que le mot confinement vient du latin confinium, qui signifie la frontière, la limite. Et c'est vrai qu'en ce moment, on est un peu en train de tester toutes nos limites, pas seulement nos limites physiques, mais notre espace mental aussi. Et finalement, je crois qu'on est un petit peu jeté aux confins de nous-mêmes, à la recherche de ces points de repère en fait qui nous manquent tout à coup, tant sur le plan intime qu'en ce qui concerne notre place dans le monde en fait, qui est complètement bouleversée. J'ai eu le réflexe un petit peu naïf au début de me tourner vers des philosophes qui ont choisi l'isolement pour prendre du recul. Je pense notamment à Arne Næss, qui est un philosophe écologiste norvégien que j'ai étudié ces dernières années et qui s'était lui-même construit un refuge en haute montagne pour y passer au total, de façon cumulée, 12 ans dans sa vie pour prendre du recul, réfléchir, écrire. Et je retiens par exemple quelques petites phrases clés comme ça qui résonnent un petit peu en moi ces jours-ci. Et par exemple, la seule vie digne de ce nom était de monter en haut de la montagne et de ne plus jamais redescendre. Je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait quelque chose de malaisé dans cette démarche parce que ces philosophes-là, où on peut penser aussi à Thoreau dans sa cabane où il a passé quelques mois. Ils étaient dehors, Mathilde, ils étaient dehors, ils pouvaient sortir, ce qui n'est pas le C'est cas ce de que notre... j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. En fait, ce réflexe est biaisé, je pense. C'est que, évidemment, c'était un isolement volontaire. Donc, le rapport à la liberté était totalement différent. Eux, leur liberté trouvait leur essence, en fait, dans cet isolement. C'était un choix. Je me suis tournée un petit peu vers Freud aussi, qui malheureusement a une vision assez pessimiste de l'humanité, mais néanmoins, il y a un texte, je pense qu'il est intéressant de reconsidérer aujourd'hui, c'est un texte de 1929 qui s'appelle Malaise dans la civilisation. Il insiste pour dire qu'en fait, la lutte constante en nous, entre Eros et Thanatos, entre la pulsion de vie et l'instinct de destruction, c'est ce qui est même au fondement de la vie, en fait, c'est ce qui est au fondement de la construction de notre civilisation. Et c'est vrai qu'en ce moment, on voit bien quand même que dans toute cette angoisse, il y a très peu de choses auxquelles se raccrocher. Et en plus, on
commence à faire un peu le procès de nos modes de vie qui sont dans la destruction, mais on voit aussi émerger de nouvelles formes d'amour. Hein. On entend des témoignages de gens qui disent que finalement, ces jours-ci, ils appellent de plus en plus leur famille, ils pensent de plus en plus à leurs amis. Et je me dis, pourquoi pas faire de l'amour ou de l'affection ou de l'intime un nouveau moyen de lutte. Repensons par exemple à ce qu'on faisait pendant la guerre sous l'occupation à Paris pour faire la fête. Alors évidemment, nous là, c'est pas du tout à l'ordre du jour, on ne pourra pas le faire avant longtemps. Oui, mais on peut les réinventer parce qu'on voit qu'il se passe des apéros sur Internet où chacun partage l'écran. C'est ça aussi que tu conseilles peut-être. Et c'est ça que je conseille peut-être de réinventer en ce moment. J'ai un ami par exemple qui a créé une web radio où on peut le voir aussi en vidéo, on peut appeler pour contribuer, passer de la musique aussi. Et voilà, Freud avait ces mots très justes en fait en disant qu'il existe un procédé différent et meilleur pour se libérer de la souffrance. C'est, Elsa, je cite, « Travailler avec tous au bonheur de tous ». Donc je pense qu'on peut aussi réfléchir à cette idée d'intelligence collective qui est en train de se tisser comme ça en souterrain et qu'il ne faudra pas oublier une fois la crise passée, peut-être pour lutter contre d'autres menaces. Et là, je pense évidemment à celle du réchauffement climatique. Je suis aussi aperçue de quelque chose, c'est que nos modes de vie avec les réseaux sociaux font qu'on a beau se dire que cette expérience de confinement va nous permettre de réinventer nos liens intrafamiliaux, mais mine de rien, on passe quand même un temps dingue sur les réseaux avec des gens qu'on ne connaît pas. Comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer cette forme de fuite de ce confinement qui pourrait nous apporter une réinvention de notre propre existence? Je pense que ce confinement, étant donné qu'il n'est pas volontaire, contrairement au cas des philosophes que j'ai cités un petit peu au début, en fait, c'est surtout une expérience de la séparation. En fait, c'est une séparation massive, forcée, et qui réveille aussi des angoisses. Hein. Et je pense qu'on réagit à cela aujourd'hui peut-être de façon un peu exagérée, comme ça, en cherchant à se connecter à l'autre à tout prix, et peu importe qui se cache derrière ce grand autre en fait qu'on recherche. Et là aussi, je pense qu'il y a un travail de discipline à faire. On va voir si c'est possible ces prochaines semaines pour lâcher un petit peu les réseaux sociaux et évidemment, si on est tout seul chez soi, contacter plutôt ses proches, mais je dirais privilégier un dialogue en tête-à-tête. Est-ce que ce n'est pas une volonté d'espérer qu'on est encore libre que le fait d'être en contact avec le monde extérieur par le truchement de ces réseaux sociaux? Est-ce que ce n'est pas la liberté que ça vient titiller? Tout à fait, c'est un truchement, et ce truchement, il a même des répercussions physiologiques, puisqu'il y a eu des études récemment qui ont montré que le fait de consulter les réseaux sociaux joue directement sur notre production d'endorphines. Hein, c'est-à-dire que si on poste quelque chose qui va être liké par N personnes, ça va immédiatement déclencher une petite décharge d'endorphines dans notre système. Et je pense que le vrai réconfort d'un ami au téléphone ou de quelqu'un de sa famille ou d'un colocataire sera 1000 fois meilleur et plus durable surtout, parce que là, il nous faut chercher aussi des solutions pérennes à tout cela. Tu es maman aussi. Comment tu gères ta relation avec ta petite fille? Est-ce que tu arrives aussi à faire passer ces messages-là pour essayer pas d'apaiser, mais en tout cas de pas continuer à lui inventer un monde qui ne serait pas le monde réel, quoi. J'ai une petite fille de 2 ans et demi. Je lui ai d'abord expliqué que sa crèche était fermée, que ce sont un petit peu comme des vacances, mais pas tout à fait, qu'on est à la maison, qu'il faut se laver les mains. Je ne suis pas du tout une spécialiste de l'enfance, et comme beaucoup de parents, je pense que je tâtonne en ce moment, mais j'essaie de saisir en fait tous les petits instants qui font du bien et où on peut encore avoir quelques moments d'insouciance aussi. Essayer de repérer surtout les moments où elle va peut-être se sentir un petit peu angoissée, elle met plus de temps à s'endormir le soir et qu'il faut la réconforter un petit peu plus longtemps. Eh bien, très bien, on va prendre du temps pour le faire et on va lui dire qu'on est là et que on va faire en sorte que ça se passe bien pour elle. Ce qui nous arrive, c'est une occasion, et on le voit bien de façon assez brutale, de nous reconnecter à nos besoins fondamentaux, qui sont évidemment de se soigner, de se nourrir, d'avoir un toit, mais aussi un besoin d'amour et un besoin de lien. Sans cela, en fait, on ne survivrait pas très longtemps. Effectivement, Elsa, on se connaît, on est déjà amis, mais là, on se parle quasi quotidiennement et on s'envoie aussi beaucoup de force.
C'est vrai. Bah, tu sais, je vais te dire un truc, Mathilde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner rendez-vous encore. Parce que je pense que cette force-là qu'on ressent toutes les deux, j'espère que ceux qui sont seuls ou même pas seuls, quand ils verront cet entretien, ressentiront aussi cette force. Oui, parce qu'on a le droit de se faire du bien, même si c'est 30 secondes par jour en ce moment, elles sont précieuses. Merci. C'est moi qui te remercie. Je te fais un énorme bisou. Prends soin de toi et on se voit très très vite. À très vite.